Salutations, amis des monstres et des jouets. On se retrouve aujourd'hui pour notre première émission d'Atomic Plastic. Pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'être accompagné de mon confrère Ludwig Aublin, alias Lightning. Et salut Romain, comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation dans notre lieu formidable dédié au culte du plastique. En même temps, on partage le même bureau, donc c'est facile. Ouais, c'est pas faux. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs jouets. On va parler de McFarlane, de NECA, un peu de Hasbro pour pimenter l'émission. Et pour commencer, nous avons choisi tous les deux un premier joujou, la figurine de Lobo, éditée par McFarlane. Ah, cette super figurine. On a choisi ces deux figurines en même temps, on les a prises en même temps. C'est du McFarlane, c'est livré dans les boîtes habituelles de chez The. Il n'y a rien à dire de particulier sur ces boîtes, c'est très classique. Avec la petite carte collector, on commence à avoir l'habitude. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette figurine, Ludwig? Comment elle est? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que la peinture est cool? Alors, donc moi, je parlais vraiment en parfait débutant parce que j'ai quelques figurines, mais je suis pas aussi fin connaisseur que toi. Donc, ce que j'aime beaucoup, les points positifs, c'est la sculpture, c'est ultra détaillé, là, au niveau des coiffures, la barbe, des dents ici aussi, là, en termes de peinture aussi, c'est incroyable. Donc, je suis franchement bluffé, justement, par la qualité des figurines de McFarlane. Est-ce que, selon toi, les sculptures de chez McFarlane sont supérieures aux sculptures de chez Hasbro? Ouais, largement, c'est ça que... Donc, elles sont assez en bisbille, parce que mon cœur balance entre Hasbro et McFarlane, c'est que l'un possède ce que l'autre n'a pas. Donc, McFarlane, niveau sculpture, c'est absolument magnifique. Mais par contre, ça aurait été bien qu'ils aient les articulations de chez Hasbro, parce que là, en termes de pose, je suis tout à fait d'accord. je suis un peu limité. Effectivement. À vrai dire, les Hasbro, pour faire du posing ou de la toy photo, tu vas me dire si je me trompe, mais comme elles sont très fluides, les articulations, il y a moyen de s'amuser. Alors que McFarlane, les articulations sont crantées, donc dans le temps, elles vont mieux tenir, elles vont moins s'abîmer, moins devenir flasques, mais par contre, on va être super limité. Ouais, donc je dirais que les McFarlane, c'est vraiment plus de la pose statue. Tandis que les Hasbro, c'est vraiment orienté action. Sur le design, on est sur quelque chose qui est plus semblable à du DC Rebirth à la fin des années 2010, et plus que sur le Lobo qu'on a connu à notre époque, en fin 90, de à l'époque Simone Bisley, etc. Ouais, je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Donc, je n'ai pas lu tout ce qui est partie DC Rebirth, mais je sais qu'il y avait une partie, c'était New 52. Vous avez pris le Lobo et ils avaient carrément changé le design. Il était beaucoup plus fin. Donc, c'était contraire à ce qu'on avait connu avec Simone Bisley, avec les muscles hyper exagérés. Et donc là, je pense qu'ils ont trouvé un juste milieu entre on va mettre un coup de neuf à son design, mais on va mettre quelques éléments qui rappellent le beau original, avec notamment au dos ici, Bite Me Five Boys, qui était fréquemment affiché dans les BD. On aurait eu presque envie d'avoir le Bulldog aussi dans la boîte. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'elle a un petit défaut, même selon moi plusieurs. En termes d'accessoires, elle est très pauvre, à part la chaîne avec l'espèce de crochet de boucher. On a droit à rien d'autre. Alors que Lobo, dans les comics, on est quand même habitué à le voir avec des guns de partout. C'est pour ça que toi, tu as fait une petite modification, tu lui as rajouté un gros flingue. Et oui, voilà, parce que je me dis, Lobo, c'est un chasseur de primes, donc outre avec la chaîne qui est superbement sculptée et bien fluide aussi, donc il faut toujours qu'il ait un gros flingue avec. Donc là, on est d'accord que c'est pas du tout du McFarlane, le pistolet. C'est un accessoire d'un vieux jouet. Ouais, il y a longtemps. Hein. Ok. Et est-ce que tu as vu que McFarlane avait sorti le pack avec toutes les mitraillettes, les pistolets et tout? J'ai découvert ça récemment, donc je crois que c'était pour accompagner les figurines Spawn, les nouvelles. Tout à fait. Et vu que c'est la même marque, je suis sûr que ça va être nickel aussi pour lui, vu que les armes, elles sont franchement exagérées. Genre, vous voyez le revolver, genre, la taille de cette longueur-là, donc c'est parfait. Mais je pense pour les mecs comme toi qui aiment accessoiriser, etc., ou pour les personnes qui aiment faire du posing, cette boîte d'accessoires, d'armes, etc., va répondre à beaucoup de demandes. Je pense qu'elle trouvera son bonheur. En plus, ça ne doit pas coûter très cher, on doit être dans les 25 balles. Et encore, sont les revendeurs. Ouais, et puis surtout, t'en as pour ton argent, c'est parce que c'est pas juste 5 armes, non, il y a carrément une vingtaine variées. Ouais, ça va une vingtaine, des armes de poing, fusil d'assaut, armes blanches, bref, quoi faire pas mal de scènes d'action. Et je pense que, je sais pas si c'est prévu ou quoi, mais ce serait super s'ils faisaient aussi la même chose, mais pour d'autres accessoires hors flingue ou quoi que ce soit. Carrément.
Nous, on a choisi la figurine de Lobo, alors non seulement parce qu'elle est très cool, qu'on aime beaucoup le personnage, mais aussi c'est parce qu'avec Ludwig, on a une histoire similaire. On a découvert ce personnage hors contexte, ça veut dire c'est pas dans son univers à proprement parler. On a découvert ça en fin 90, début 2000, c'était avec le Semic Comics de chez Semic Comics, Le Masque versus Lobo. Voilà, donc toi comme moi, on a découvert ce personnage de l'univers DC en train de se bagarrer contre The Mask. Ouais, et à cette époque-là, c'est que le personnage de The Mask, il avait gagné une sacrée reconnaissance parce qu'avec le film de Jim Carrey, réalisé par Chuck Jones, et donc là, forcément, ils ont exploité à fond The Mask. Et là, de faire justement le crossover avec Lobo, c'était parfait parce que notamment, tu avais le scénariste et le dessinateur original qui s'étaient revenus. Donc le dessin de Doug Mahnke qui est absolument amélioré. Regardez ces détails là sur la peau, les cheveux, le mur, etc. Le tout, c'est dans un mélange de gore et de cartoony. Donc, c'est vrai que les spectateurs ont l'habitude de voir le The Mask édulcoré de Jim Carrey, mais on est d'accord qu'en bande dessinée, ça n'a rien à voir. On est sur un fou furieux qui zigouille des mecs. Quoi. Pour reprendre les termes des dessinateurs et du scénariste, c'est Tex Avery mélangé à Terminator. Ouais, tout simplement. C'est limite le Deadpool originel, quand on y pense. Ok, donc après Lobo, on va rester dans l'univers de chez DC, toujours édité par McFarlane, et on va un peu parler d'un comics et des figurines qui te tiennent beaucoup à cœur, Ludwig. Et oui, tout à fait. Donc les figurines issues du comics The Dark Knight Returns de Frank Miller, sorti en 86. Déjà. Ça fait quoi, 33 ans? Même plus. Mêmes avantages, mêmes inconvénients que la figurine Lobo. Donc, comme vous voyez, on a une superbe sculpture des figurines. Donc là, vous voyez, on a vraiment le détail sur le Joker. La texture est folle. Voilà, la texture est forte, même au niveau du visage. Donc, fidèle aux comics, parce que c'est vrai que j'ai vu d'autres figurines faites à partir de ces licences-là. Et la veste du Joker était toujours juste blanche unie, et pas les motifs. Avec le visage de Batman aussi hyper bien sculpté, même sur l'insigne, on ressent une petite texture. Donc les détails sont absolument formidables. Seul problème, c'est pareil au niveau des articulations, quoique contrairement au Lobo, les articulations sont un peu plus, on va dire... malléables. Ouais, malléables, c'est ça. Le seul problème, c'est que on ne peut pas faire pencher le torse. Alors que pourtant, pour recréer les poses iconiques de Dark Knight Returns, c'est quand même un tout. Mais... Moi, j'ai essayé de faire la taille photo avec ton Batman, et c'est vrai que c'est une brique, quoi. À part faire 2-3 poses, alors, même si effectivement on est plus fluide qu'un Lobo, mais c'est catastrophique, quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est frustrant. Oui, et d'ailleurs aussi pour le Joker, l'accessoire ici, c'est juste du plastique tout mou. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à mettre son accessoire dans la main. Il m'a fallu peut-être une demi-heure, tellement que j'avais peur aussi de casser l'accessoire. Mais ouais, ce serait un des seuls défauts que je trouve à ces figurines. Dans la gamme, de mémoire, il y en a 4 pour l'instant. Donc on a Joker, Batman, aussi Superman et Robin. C'est ça, et le truc c'est que chacun d'entre eux a aussi un jouet supplémentaire. Donc ça c'est malin, ça c'est du marketing. Voilà, donc c'est histoire de collectionner les tous. Donc ils possèdent chacun une pièce pour assembler un jouet final. Ce n'est pas le Megazord, mais le cheval de Batman. Est-ce qu'on aurait préféré le tank pour affronter les mutants? Ah, ça aurait été plus classe, mais c'est vrai que le cheval pour faire la pose, c'est iconique. Ouais. Est-ce que tu es déçu du design du Superman ou pas? C'est vrai que moi j'adore Superman et je t'avoue que je l'ai pas acheté parce que il avait une tête, comment dire, un peu constipée, tu vois. En même temps, c'est un Superman qui a vieilli, puis c'est vrai que dans le dessin de Frank Miller, il est pas à son avantage, on va dire. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il avait un côté un peu bouffi, vieillissant, tu vois. Mais je suis pas sûr que pour McFarlane, c'était un bon choix de choisir, tu vois, cette mimique-là. Donc là, vous la voyez en image. Mais ouais, c'est vrai que moi, ça m'a fait un frein, tu vois. Autant le costume, je trouve magnifique. Je pense qu'avec le Red Son, le Superman Red Son, ce Superman-là, ça aurait été un des plus beaux body. Ouais. Mais je sais pas, j'étais rebuté. Je pense que je peux toujours prendre la figurine et lui mettre un sac dessus. Un peu la Scary Movie 2. Bon bref, je dirais pas la scène, mais si vous avez la ref. Vous connaissez la ref.
Et sur Batman Return, moi c'est vrai j'ai un souci avec le Joker. Alors, j'en ai déjà parlé, en gros, même dans la bande dessinée que j'adore, mais je le trouve trop bodybuildé. Non, mais ça, après, c'est à cause de la veste. Bon, une petite parenthèse dans ce parenthèse, il faut dire qu'à cette époque-là, le costume des années 80, ils avaient créé des vestes qu'on appelle des power suits. En fait, c'est justement des vestes comme ça, mais ils avaient élargi les épaules. Pourquoi? Parce que qui dit grandes épaules dit une grande Ouais, ça donne responsabilité. la carrure. Voilà. Le problème que j'ai, moi, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il pousse de la fonte en rentrant à la maison le soir, et je n'arrive pas à imaginer le Joker pousser de la fonte, quoi. Non, mais après, je trouve que ça. Après, c'est que mon interprétation personnelle, c'est que vu que Batman, bah voilà, c'est. Frank Miller a vraiment opté pour la masse musculaire, donc c'est vraiment un gros bloc. Donc le fait que aussi le Joker, plutôt que de rester sur sa forme assez fine, de vraiment jouer sur le même camp. Je suis tout à fait d'accord. Là, je t'écoute parler, et c'est vrai que là, j'en reviens toujours pas que ça fait bientôt 40 ans que le comics existe. Selon toi, on est vraiment sur un design qui a révolutionné le style Batman? Est-ce que cette figurine, entre guillemets, met bien en valeur ce changement drastique, ce qu'on a connu avant dans les années 60, 60, 70, un Batman haut en couleur, un peu bené, tu vois. Là, on a quand même une rupture totale, tu vois, en termes de style d'écriture et visuel. Bah, surtout en termes d'écriture, de justement que on oublie le Batman irrégulier qui fait des blagues, on revient justement à cet héros torturé qui emploie des méthodes discutables pour parvenir à ses fins, pour la question de la justice. Après, en termes de design, par les mots de Frank Miller, il a voulu reprendre le design de l'origine où Batman, voilà, c'était quelqu'un de très athlétique, ultra musclé, justement pour le rendre imposant. Tout à fait. Bah, de toute façon, on le voit bien sur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, le BVS, le Batman v Superman. Pour moi, on est totalement sur du Dark Knight Return. Oui, C'est il est totalement ça. ouvertement inspiré. Puis c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans ce comics-là, c'est de voir justement un personnage qui a vieilli. Parce que c'est vrai, on le suit tout le temps dans sa trentaine habituelle. Là, de le voir vieillissant, de voir qu'avec le poids des années, il a acquis vachement d'expérience, il voit les choses différemment, il est beaucoup plus cynique aussi. Donc je trouve que ça, il y a un petit plus de le voir vieillir. Et dans la gamme McFarlane, pour en revenir aux figurines, est-ce que tu aurais des envies? Est-ce que, par exemple, s'ils vont sortir, je sais pas, par exemple, les mutants ou le fameux tank, ce seraient des produits qui te plairaient de découvrir? Ah ouais, c'est vrai que de recréer les scènes de Dark Knight Returns, donc si jamais cette prière se fait exaucer, j'espère aussi qu'ils vont pouvoir améliorer les articulations, parce que c'est vrai que même si Mark Fellaini c'est toujours de la statuette, on va dire, mais si on a droit quand même à un peu plus d'articulation, histoire de recréer les poses iconiques, de faire quelque chose de plus dynamique aussi, parce que c'est vrai aussi, moi en tant que photographe, quand j'ai besoin de réfléchir à des poses avec mes modèles, c'est que je prends des figurines et je les fais poser selon lequel moi j'ai envie de m'en inspirer. Mais ce qui est marrant, c'est que ce problème d'articulation, c'est un truc qui remonte vraiment au tout début des figures McFarlane, au début des années 2000, que ce soit les Movie Maniacs avec les films d'horreur ou les Spawn, etc. Ces articulations, ça a toujours été catastrophique. C'est-à-dire, si tu les mets pas dans la position entre guillemets du sculpte, et ben ça veut rien dire, quoi. Tu auras des trucs. Je sais que c'était une catastrophe pour les manipuler. Alors c'est mieux, effectivement, mais ouais, pour en revenir à ce qu'on disait sur Lobo, comparé à Hasbro, quelle frustration, quoi. Tu vois, ne serait-ce que faire un diorama de Batman avec l'éclair quand il saute, ça aurait été génial. Même en photo, tu vois, ça aurait été top. Mais bon, on est bloqué, quoi. Donc voilà, ce serait juste un des seuls points négatifs. On se répète par rapport à Lobo, mais vu qu'apparemment c'est propre au Mark Fellaini depuis un bon bout de temps, mais mis à part ça, en termes de sculpt, si c'est beau. on compare de la Figma ou comme tu vois les Revoltech. Les Revoltech, tu vois, là on peut faire tout ce qu'on veut en figurine. Et ce qui est incroyable, c'est que pour le tarif, en termes de sculpture, punaise, moi je trouve que c'est vachement tu vois, similaire. Donc il manquerait rien en termes de qualité-prix pour rendre McFarlane supérieur à Hasbro. On en reviendra tout à l'heure avec ma figurine. Mais on regarde ça pour après. Bien sûr. Oui, c'est vrai que là, en termes de sculpte, par exemple, sur le Batman, on voit justement à quel point le tissu serre ses muscles, on voit les plis. Comme je disais par exemple tout à l'heure sur l'insigne, on ressent une texture différente. Sur le Joker, la sculpture des cheveux, incroyable. Très très belle. Même au niveau du visage, c'est super beau. Et j'ai vu aussi les Mafex où
c'est vrai que là, en termes d'articulation, c'est strictement différent. On peut le faire toutes les poses qu'on veut, mais il n'y a pas autant le petit côté comics qui ressort, donc l'ultra détaillé. Donc pour toi, en termes de qualité-prix pour un fan du Batman de Frank Miller, ce serait Ah le bah, top, tu vois. c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que je dis, bon, bah, je suis pas un gros collectionneur forcené, je suis juste un petit passionné, tu vois, donc avoir ces figurines-là, donc bien sculptées, on peut quand même faire quelques poses, tu vois, c'est intéressant, comme là ce que j'ai fait, donc je trouve que c'est un très bon compromis. Ok, donc on aura compris que toi, t'es vachement fan de DC Comics, et tu as tes petites Madeleines de Proust. Mm. Et ben moi, c'est un peu pareil, mais je mets plus un point d'honneur sur la beauté du jouet, plus que son univers. C'est-à-dire, tu vois, j'arriverai jamais à choisir entre Marvel et DC, ou Image avec Spawn, etc. Moi, ce que j'aime, c'est les beaux jouets. Et là, eh ben, je tiens le Graal des années 2020, donc la figurine est sortie en 2021 de mémoire, et elle a été classée comme une des 10 meilleures figurines parues chez Hasbro. Il s'agit donc de MODOK. Et c'est marrant parce que jusqu'à très récemment, donc maintenant elle commence à être un peu sold out de partout, mais on était sur une figurine qui a marché très bien chez les gros collectionneurs, tu vois, mais le grand public, en gros, on est sur une figurine qui est quand même atypique, mais surtout avec un prix de départ, de base, qui était relativement élevé. On était sur du 80 € la figurine, mais va savoir pourquoi. Il y a quelques mois, les stocks se sont vidés. Pourquoi? Parce qu'elle a été bradée dans une trentaine d'euros, tu vois. Et pour 30 €, je trouve que c'est le meilleur ratio qualité-prix de chez Hasbro sorti ces dernières années. Ça sent à ta voix là, c'est une affaire en Ouais, or. non, c'est une affaire en or. En gros, juste en termes de prix, tu vois, choper un MODOK à 30 €, c'est un équivalent d'un Batman ou même d'un Frogman. Je sais pas si tu te souviens de la petite vidéo que j'ai fait sur Frogman. Ah si. C'est-à-dire, pour le même budget, on a une figurine de 20-25 cm, gigantesque par rapport à ma main. Vous voyez, on a un gros bébé, livré avec 4 mains, 4 bras, que tu peux changer pour manipuler le petit vaisseau, etc. On a un super pied en une sorte de plastique PVC, résine translucide, et surtout un deuxième visage qui est fantastique, donc tu peux changer les visages, etc. Donc on est vraiment sur un très beau bébé. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas MODOK, on est sur un super vilain qui a été imaginé par Stan Lee et Jack Kirby en 1964, ou 67, si je dis pas de bêtises. De mémoire, c'était contre Captain America. Mais MODOK est devenu un personnage à part entière de l'univers Marvel. Je ne l'ai absolument pas connu à travers les comics. C'est-à-dire, j'ai dû sûrement lire des trucs au début des années 2000, etc. Mais moi, j'ai connu MODOK grâce à Marvel versus Capcom. Ah, ce bon jeu de baston. Donc, Ludwig et moi, il faut savoir qu'on a plein de choses en commun, notamment les jeux vidéo. C'est vrai qu'on a grandi avec les mêmes choses, on a le même âge. Et c'est vrai que Marvel vs Capcom, tu vois, ça a été le grand boom dans ma vie sur la Dreamcast et après sur la 360 avec le Ultimate, qui est pour moi un des meilleurs opus de Marvel vs Capcom. Ah ouais, et puis bon, surtout c'est que voilà, Marvel vs Capcom, c'était quand même le jeu vidéo qui te permettait de connaître l'univers Marvel. C'est ça. Parce que là, déjà, le fait de faire rencontrer deux grosses licences, Marvel et Capcom, c'était déjà assez fou. Le premier, tout premier, c'était X-Men versus Street Fighter. Donc ils se sont limités à une seule licence. Après, ils ont eu le droit à toute la licence Marvel. Et là, après, pour Marvel vs Capcom 2, où là, t'avais carrément plus de personnages, et là, ils ont introduit les 3 contre 3. C'est quand même assez dingue. C'est fantastique. Et Marvel vs Capcom 3 a continué ça. Et c'était tout bonnement excellent. Puis là, la direction artistique, c'était vraiment assumé. Bon, on va faire partir vraiment sur un côté comics, effets spéciaux, etc. Et il y avait notamment MODOK parmi ces personnages. Et bah, sur la Dreamcast, j'étais un gros joueur Dreamcast. Pour une petite anecdote, j'ai fait qu'un seul tournoi de jeux vidéo dans ma vie. Et j'ai fini 3e. Je les ai tous dépassés. Incroyable. J'ai l'impression que c'est tout récent, mais putain, ça remonte presque à peut-être 10 ans, ce jeu, même plus. Ah oui, là maintenant c'est limite considéré comme du retro gaming parce que là, le dernier qui est sorti, Marvel vs Capcom Infinite, qui reprenait un petit peu le premier Marvel vs Capcom en y mettant aussi les mécaniques de Marvel Super Héros, je m'en souviens plus du titre exactement, avec les pierres de l'infini. C'était catastrophique parce que Marvel n'avait plus les droits sur les X-Men et ils ont viré tous mes mains. C'est-à-dire mon équipe, c'était Wolvie, en tout cas sur Ultimate. C'était Wolverine, MODOK et Magneto.
Des fois, je le terminais avec Doctor Doom, tu vois. Ouais. Terminé. Mais Je ouais, crois que c'est un c'était- des pires épisodes. Celui-là. Ouais, et puis même aussi en termes de direction artistique, là, ils étaient vraiment partis pour faire du... Ils se calaient littéralement sur les films Avengers, mais le design des personnages, c'était mou, ça, c'était sans âme, quoi. Ouais, bien Et sûr. étant donné que là, le Marvel Capcom 3, c'est ouvertement comics, du cel shading, je crois. Ouais, une sorte, ouais. Même en termes de gameplay, il était génial, il était fantastique. Ouais, quoi que tu jouais, que ce soit Ghost Rider ou le Doctor Strange, etc., c'était fantastique. Mm. Donc, MODOK, en soi, j'étais passé un peu à côté étant enfant. C'est vrai que c'est pas le super vilain que tu mets en avant quand tu veux vendre des jouets ou une série à la télé, etc. Mais quand je l'ai découvert, donc il y a une dizaine d'années sur ce Marvel vs Capcom, alors là, c'est devenu instantanément, pour moi, une figure culte. Donc, le voir prendre vie ici en figurine, je pouvais pas passer à côté. C'est vraiment une des plus belles, et là je rejoins toute la communauté fan des jouets Hasbro. On est vraiment sur une des plus belles figurines sorties ces dernières années. Là, à vrai dire, on parle même plus de jouets, mais vraiment de toy art, il me semble qu'on dit, c'est vraiment la création de jouets, mais beaux. On est vraiment sur une œuvre d'art. Ouais, je pense que c'est surtout sur la sculpture, je pense. Même la peinture, il n'y a rien qui bave, c'est vrai. Je sais qu'Hasbro a développé une nouvelle technique de peinture, donc on est sur des impressions mécaniques avec quelques finitions humaines. Mais là, c'est la première fois, tu vois, que le petit shading, les petits coups de pinceau, tout est géré à la perfection. Je pense que la personne, je connais pas l'artiste qui a sculpté le MODOK et qui a développé le projet, mais je pense qu'il devait vraiment l'aimer, ce personnage. Mais si j'ai choisi aussi ce petit joujou pour discuter un peu avec toi, c'est parce qu'on partage aussi une passion, toi plus peut-être que moi, celle du stop motion. Ah ça oui, stop motion, je suis absolument gaga. Mais vas-y, je te laisse continuer. Une série débarque sur Robot Chicken. Oui, c'est les créateurs de Robot Chicken qui ont réalisé la série parce qu'on reconnaît le style d'animation. En animation, ouais. Puis aussi les marionnettes, et puis l'humour aussi. C'est ça, c'est très potache. Ouais. Donc, si vous allez sur Disney+, et que vous cherchez un peu, vous avez la brillante série MODOK, donc c'est une satire. On suit MODOK, donc c'est un méchant, et c'est un méchant nul. C'est fantastique. Ouais, puis aussi c'est que il y a la partie où MODOK est dans son rôle de méchant, et la partie en dehors de son rôle de méchant, donc c'est en fait un père de famille. Voilà, un peu raté. Et puis le truc c'est qu'en VF, il est doublé par la voix française de Jim Carrey, donc Emmanuel Curtil. Donc déjà ça rajoute une plus-value au personnage, parce qu'Emmanuel Curtil il arrive à rendre méchant, tu vois, sympathique. Ah, c'est génial. Voilà, donc puis lui-même l'adaptation française elle est absolument hilarante. C'est vrai que MODOK, on est sur un personnage qui est quand même grotesque, tu vois, c'est pas le mec qui est le plus terrifiant au monde. On n'est même pas sur un humanoïde, à la base c'est une sorte de robot ultra puissant, bref, c'est une sorte de gloubi-glouba de technologie bizarroïde. Il n'y a qu'avec ce personnage qu'on peut faire un truc comme ça. Tu vois, je n'imagine pas du tout une seconde Thanos tourner la dérision. Donc, ce petit MODOK, ça le rend d'autant plus attachant parce qu'avec ce mec-là, on peut tout faire. On peut faire du comics ultra dark et à côté de ça, on peut faire une satire ultra drôle en stop motion. C'est trop cool. Ah ouais. Et surtout un boss sur Marvel vs Capcom. Et oui. Donc ce serait un sans faute pour celui-là. Pour moi, la figurine, elle est parfaite. Moi, pour en avoir vu, tu vois, passer des figues, elle est vraiment extra. J'allais dire un peu chiante à monter, au début galérer à emboîter, etc. Mais en termes de finition, on est vraiment sur un très 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 beau produit. Voilà, donc Mark Farlane, si vous pouvez avoir la même qualité sur vos figurines. Mais ça, on va revenir juste après. Ok, et donc là, on va rester sur nos amours de jeunesse. Comme d'habitude. On a parlé un peu de stop motion, de comics, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le cinéma. Toi, je sais que tu affectionnes un film de 1984 et sa suite de 92 qui est Terminator. Comment ça se fait? Je dis pas ça parce que on a deux grands posters au fond. C'est vrai qu'on voit un culte à Arnold Schwarzenegger. Même dans nos toilettes, on a Arnold complètement nu au-dessus des chiottes. Donc, on peut dire qu'on est totalement infesté par le T800. Donc, ça fait plusieurs années que tu recherches la figurine du T800 de Terminator premier du nom de 84.
Et cette figurine a été éditée plusieurs fois par NECA et d'autres constructeurs. Ça part à une vitesse de dingue. On est sur une licence culte. Est-ce que tu es heureux d'enfin détenir le Terminator? Ah bah déjà, juste en discutant avec le fournisseur qui me disait ouais je peux te le commander, donc on le commande en février. Il me dit en avril, je pourrais le recevoir. En avril. Finalement ce sera en juillet. Donc voilà, déjà rien que ça, la patience a des limites, donc je suis comme un gamin. Et donc au moment où il dit bah c'est bon je l'ai, t'as plus qu'à venir le chercher, ni une ni deux, je fonce. Donc il faut savoir que chez nous, à Montpellier, notre crèmerie, c'est Planète Interdite. C'est un magasin de comics et action figures. Son patron, Laurent, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Un grand passionné c'est aussi. un grand passionné qu'on recevra dans l'émission. Eh bien, c'est grâce à lui qu'on arrive à obtenir nos jouets favoris. Pourquoi avoir choisi Terminator premier du nom, une figurine du T800 de 84, et pas la version de 92? Parce que c'était mon deuxième choix. Donc donc c'est vrai, moi après, j'ai d'abord découvert Terminator avec le second volet, que voilà, c'est mon film de chevet, mon film d'enfance. J'ai d'ailleurs conservé la VHS où j'avais enregistré le film lorsqu'il passait sur Canal+. Voilà, c'était la petite anecdote en botte. Et et il faut dire que aussi la version, enfin, la tout premier film de 1984, j'adhérais aussi par son côté limite film d'horreur et le fait que voilà, c'est la première apparition de Terminator et qu'il en impose. Et là, quand j'avais vu, j'avais fait des recherches juste sur la figurine, qu'il y avait tout un tas d'accessoires. Donc par exemple, il a justement la AMT Hardballers, donc c'est la marque du pistolet qu'il a en main avec la visée laser. J'étais Qui est comme culte. ça. Ah, qui est culte, je trouvais ça On est extra. vraiment sur un mood très laser, parce que même dans Tango et Cash, que j'adore, des lasers, quoi, des flingues avec laser, même Predator 2, boum, flingue avec laser. C'est vraiment un truc typique des années 80. Quoi. Après, bon, on va parler un petit peu Sinoche, c'est pas choisi au hasard qu'il ait visé laser, donc c'est un cyborg, il n'a pas besoin de viser, et juste un pointé, toc. Mais voilà, c'est juste que c'était une des armes iconiques de ce film, donc là vous pourrez recréer justement la scène du Tech Noir lorsqu'il est en train de voir Sarah Connor au ralenti. Donc je vous cache pas que j'ai justement recréé la scène une fois que j'ai récupéré la figurine. Mais voilà, je suis franchement très content. Donc si je devais faire des retours dessus, c'est que c'est un défaut inhérent aux figurines NECA, c'est que des fois il y a léger défaut de peinture. Donc ça bave. voilà, sur certaines des têtes, il y a un petit point noir, d'autres ça bave un peu, mais sinon c'est un peu comme les McFarlane, le niveau du détail est totalement excellent, et c'est vrai qu'ils ont réussi à avoir la ressemblance d'Arnold Schwarzenegger. Est-ce que ce que je vois là, c'est une vraie chaîne? Ils ont poussé le détail à mettre une vraie chaîne en métal, ça c'est cool. Et tout à fait, il y a une véritable chaîne, donc c'est ça le sens du détail qui est tout bonnement incroyable. Même la veste aussi, on peut la manipuler un peu, ce qui fait que par exemple, lorsqu'on manipule voilà, le haut du corps avec les épaules, normalement sur les figurines de base, on manipule le bras à son extrême ici, ça reste fixe. Tandis que là, cette fois-ci, ça prend carrément. Ça, c'est un truc que NECA, alors je vous parle de ça il y a presque 20 ans, ça, il gérait pas du tout. On était vraiment sur ce délire. Tout était quasiment fixe, très dur, et ça se cassait. Tu faisais 2 pauses, c'était plié. Après, bon, j'avais 10 ans. Hein. J'étais peut-être un peu trop beau. Voilà. Là, ta figurine, elle est livrée uniquement avec ces 2 flingues et cette tête. Ils n'ont pas poussé le vice à faire des battle damage. Si, parce que vous voyez, dans cette belle boîte, il faut dire aussi que NECA font des superbes boîtes, donc avec en prenant l'affiche, même l'intérieur. Donc la photo est très belle. Ça fait très Lightning. On se demande où je puise mes aspirations. Donc, il est livré avec 2 autres têtes. Une autre où c'est peu après son affrontement dans le Tech Noir, où il passe à travers le feu, donc il n'a plus tous les sourcils, les cheveux ont été raccourcis. Et aussi après la course-poursuite en voiture, où justement il s'est pris une balle au niveau de l'œil, et il est également livré avec un deuxième bras, où justement il est en train de manipuler son bras pour le réparer, avec notamment les petites pinces. Il y a aussi une autre arme supplémentaire, accessoire, qui est le fusil à pompe. Donc il y a de quoi vraiment s'amuser. Et d'ailleurs, les boîtes NECA sont aussi livrées avec justement un petit fond pour pouvoir recréer un diorama en quelque sorte. Donc très chouette. Je trouve que c'est un très beau geste. C'est marrant parce que d'une figurine à l'autre, on n'en attend
pas du tout les mêmes choses. Parce que là, tu vois, on a une figurine qui est globalement la même taille qu'une McFarlane ou qu'une Hasbro, et pourtant, le fait qu'elle bouge pas de ouf, qu'elle soit pas articulée de dingue, bah bizarrement, ça me gêne pas. Ouais, ouais, parce Alors que que peut-être. McFarlane, ça me fait chier. Ouais, parce que peut-être qu'aussi, vu que c'est un personnage de film, donc Ouais. t'as le petit côté réel, donc Mm. tu vas pas le retrouver en train de faire une jojo pose, etc. Ouais, bien sûr. C'est tellement pas un problème, tandis qu'un personnage de comics, donc tu peux davantage te marrer en termes de pose. Je suis tout à fait Mais d'accord. Tout à fait d'accord. Et si tu devais partir sur la gamme totale, tu partirais sur quoi? Un T1000, un T800 du Terminator 2? alors, pour rester avec le premier Terminator, bah, je prendrais Kyle Reese. Il existe en NECA? Je sais pas, mais je Ça me serait pose la génial. question parce que peut-être, ouais, mais ce serait génial. Bah, Je peut-être regarde, mais aussi. je suis pas sûr. Je suis Ouais, pas sûr qu'il existe. à Mais vérifier, ouais. Et aussi Sarah Connor, histoire de recréer un petit peu le film. Mais là, Sarah après, Connor, tu l'as déjà en version Terminator 2. ouais, Terminator 2, où il y a aussi le T-1000, John Connor aussi, et bien évidemment le T-800. Mais par contre, le T-800, il est parti à une vitesse fou. Ouais, c'est vrai que même encore aujourd'hui, quoi, depuis toujours, on a vraiment un culte du Terminator, ce qui impacte considérablement le prix de la licence. Parce que c'est vrai que NECA, on est sur un tarif qui est de quoi? De 50 euros? Entre 35 et 50 euros, selon Ouais, ça dépend. Donc des fois, le on peut seuil trouver de... sur 60 euros, ça dépend des revendeurs. Waouh, waouh. Il y en a qui abusent vraiment. Ce qui est Ouais. amusant, c'est que dans les toilettes, j'ai un vieux Dixième Planète. Donc, c'était un magazine de figurines qui sortait au début des années 2000. Et les figurines NECA Terminator, ou Real Toy, ou je crois que c'était même Movie Maniac, mais c'était bon bref, un truc, un spin-off de McFarlane. Et ben on était sur du 18 euros. C'était entre 15 et 18 euros la figurine. C'est des bonnes raisons pour lesquelles tu as envie de remonter dans le temps. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, quand je vois ton Terminator, alors, effectivement, il est mieux articulé. En termes de peinture, même si ça bave un peu, on est bien au-dessus. Putain, il y a 30 euros de différence. Je suis d'accord, le pétrole a augmenté, etc., les matières premières. Mais je pense qu'il y a aussi les licences qui ont pris tarif. Quoi. Ouais, c'est bah, comme là maintenant, toi, autant fin 90, le fait que tu dises je suis fan de Terminator, tu vois, même au lycée, on te prenait un peu pour un idiot, pour le gros hit de base. Là maintenant, la change enfin, la donne a changé, pardon, j'ai j'ai confondu mes mots. Bah là, cette fois-ci, ça a gagné en valeur. C'est plus voilà, le petit film qu'on se regarde entre nous, mais c'est devenu un objet culte parce que les gens ont enfin reconnu les qualités visuelles, scénaristiques. Bah, tout simplement, c'est que c'est un très bon film aussi. Tout à fait. Quand je regarde ta collection de figurines, NECA, il me semble que c'est ta première pièce NECA de toute ta collection. Alors, la première pièce NECA que j'ai eue, c'était Sarah Connor. Ok, je sais pas que c'est une série NECA, tu vois. Ouais, donc c'est pareil aussi, c'est que je cherchais justement à avoir une figurine Terminator. Bon, grand fan que je suis, je dis ouais, j'ai des figurines japonaises de la licence Toy Story. Et je dis, bah, en grand fan que je suis, c'est bizarre que je n'ai pas la figurine Terminator. Donc c'est que je m'y connaissais pas du tout. Et donc après, j'ai cherché Terminator 2. T800, il n'y en avait pas. T1000 non plus. Et John Connor, je crois qu'il n'avait pas encore officialisé à l'époque. Ok, maintenant il est en combo, je crois que c'est dans un pack où tu as les deux, c'est ça? Exactement. Et là, il y avait Sarah Connor. Je la commande, je la reçois, puis je vois justement l'incroyable sens du détail, les cheveux hyper bien sculptés. Ils ont toujours été très forts, NECA. Voilà, Très, donc très fort. on pouvait changer le visage, il y avait plusieurs accessoires, avec toujours aussi le décor livré, donc juste l'arrière-plan. Et puis même en termes de pose, ça tient sur ses deux jambes. Est-ce que là, le fait d'en avoir racheté une après toutes ces années, ça va créer une sorte de NECA mania Franchement, j'adore NECA. Donc, si par exemple on me proposait de choisir entre NECA et McFarlane, je pense que je dirais plus sur NECA. Et ouais, tout à fait. Bah là aussi, on parle de licence, bien que j'adore les super-héros, tu vois. NECA, spécialisé quand même film de genre, bah carrément, ça me parle plus. Donc là, je te rejoins totalement. Là, récemment, mes bébés d'amour, ce sont les Tortues Ninja Fit Universal Monsters. C'est des merveilles.
Et pour moi, une des plus belles figurines sorties récemment sous licence NECA, c'est la Elvira. Je pense qu'on en parlera prochainement. La Elvira, pour moi, c'est une des plus belles figurines à l'échelle 1/8 sortie. Voilà, on pourrait en parler des heures et des heures du NECA, mais là récemment, c'est qu'ils ont fait la version NECA de l'affiche du film The Thing. Ah oui, j'ai vu. euh, Avec les projections. Voilà, c'est ça. Et même l'illustrateur de l'affiche, Drew Struzan, qui a réalisé les affiches de Retour vers le futur, Star Wars et Indiana Jones, a réagi à ça. Il a reçu un Génial. exemplaire de la figurine et il s'est marré comme un gamin. Et je trouvais ça absolument fabuleux. C'est dingue parce que tu vois, le jouet, c'est vrai que pour la majorité, c'est quelque chose de quand même pour les gamins. Tu vois, nous, les collectionneurs, bien que ça s'est bien popularisé dans le temps, on a une communauté underground, mais nous, on voit ça vraiment comme une œuvre d'art. C'est vraiment un objet de culte. Ouais, t'as grandi avec un dessin animé, un film ou un jeu vidéo, tu ne pouvais en profiter que sur ce média-là. Et là, t'as une société qui se dit, bah, on va créer un produit dérivé à partir de ça, pour que les gens puissent les exposer chez eux ou en faire un film, des photos, etc. Je trouve ça excellent. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce Terminator. Donc, c'est une figurine, on a bien compris que tu adores et que tu recommandes. Pas de défaut, à part cette peinture qui déborde un peu baveuse. Mais j'ai envie de dire, pour nous, les collectionneurs de chez NECA, c'est presque une habitude. Oui, et puis surtout à ce prix-là, parce qu'il y a d'autres fabricants. Donc, le meilleur, ça reste quand même Hot Toys. Où là, c'est un peu plus grande. Voilà, on n'est plus du tout sur la même gamme de prix, ni, tu vois... Ouais, après je parle surtout de figurines issues de licences cinématographiques. Ouais. Donc là, NECA, ça reste de très bon compromis pour commencer. Carrément. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ce cyborg. Et là, on va enchaîner avec un autre cyborg. Voilà, on reste dans le thème. Baston de cyborg. Ok, donc on a voyagé avec toi en 1984 avec la figurine NECA du T800. Et bien moi, comme tu disais, Battle de cyborg, j'ai mon Sigor de l'univers Spawn. Et ben mon gars, c'est un de mes achats préférés de ces derniers mois. Je dirais, il a drôle de tronche dans Terminator. Ouais, mais on va en reparler. Donc, Sigor, c'est une figurine sortie chez McFarlane. Sur la boîte, on a quelque chose de très conventionnel. Donc, c'est bien costaud. Normal, c'est une grosse pièce. Avec la petite image derrière. Une petite illustration de Monsieur McFarlane. Voilà, quelque chose de très classique. Mais la boîte, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le joujou. On fera des reviews de boîtes plus tard. Ouais. Donc, cette figurine, il faut savoir que cette créature d'univers Spawn avait déjà été éditée au début des années 2000. Et c'était une sorte de diorama où tu avais Spawn qui a affronté ce gorille cybernétique. Cette figurine, je n'ai jamais eu. Donc, c'est un truc vraiment que j'ai badé pendant des années. Et là, au miracle, l'année dernière, les précommandes sont ouvertes et on a cette magnifique figurine de Sigor. Ce jouet, tu vois, McFarlane, avec son relancement de la marque, il a tout compris. En gros, il s'est dit, il y a des gamins qui ont badé sur des jouets, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, tu vois, ou qui ont grandi avec mes jouets Spawn au début des années 2000. Du coup, je vais les niquer. Je vais ressortir mes jouets pour me faire du blé. Tu penses qu'il n'avait pas une espèce de fichier Excel, puis il voyait les noms de tous ces personnages, et lui je l'ai fait, ah lui non, je vais le faire. C'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que d'un point de vue marketing, il a tout compris. Mais tant mieux, parce que du coup, moi, j'avais une frustration enfant que maintenant j'ai pu assouvir. Spawn, j'en ai eu des brouettes, tu vois. Et le diorama, tu peux pas jouer avec. Le diorama, tu le poses, etc. Là, on a enfin la figurine articulée du gorille mutant Frankenstein, et c'est fantastique. Il faut savoir que Spawn, c'est un personnage que j'ai découvert grâce au film, sorti en 97. Moi, je l'ai vu quoi, en début des années 2000, il doit être en 2002-2003. Il a fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus. Mais Spawn, je l'ai connu grâce aux jouets. Parce que quand j'allais dans les vidéoclubs, Opus ou dans les magasins Toys R Us, etc., il y avait des jouets Spawn de partout. Et à l'époque, avec NECA, c'était les plus beaux jouets qu'on pouvait trouver sur le marché. Et du coup, il y a une sorte, et je suis pas le seul, d'amour du jouet de monstre qui est né grâce au jouet McFarlane.
Ce cyborg de gorille, eh ben, il me parle encore plus parce qu'on est sur un gorille, j'adore les gorilles, mais surtout on est sur le mélange de cyborg et de Frankenstein, parce que la figurine, elle est remplie de détails et on voit bien qu'il a été entièrement recousu pour pouvoir greffer ses bras mécaniques et son œil cybernétique. C'est plein de câbles, etc. Donc là, on est vraiment sur une figurine. Des fois, tu as des jouets, tu te dis, ce jouet, il est fait pour moi, tu vois, en termes de design et tout. Il y a un mec qui est venu au-dessus de mon berceau, c'est chaud ce que je dis, qui est venu au-dessus de mon berceau et qui a dit, ok, lui, il veut un cyborg gorille. C'était la fée McFarlane, il est arrivé comme ça. La fée McFarlane. Et du coup, voilà, on a ce jouet magnifique qui est sorti. Là, je vais faire un lien avec le MODOK de tout à l'heure. C'est là où j'adore McFarlane pour ça. On va parler de prix, d'argent. Là, une figurine comme ça, elle est à moins de 50 balles. Et on est sur une qualité de sculpture, de peinture qui est d'enfer. Et on est 30 € de moins au prix de vente classique, en dessous du MODOK. Il est très lourd, donc ça n'a rien à voir. Là, j'ai une figurine, et on est beaucoup à ne pas en croire nos yeux, quoi, avec le prix. Et il faut savoir que McFarlane, ce sont des figurines qui sont produites quand même en masse, tu vois, on est sur l'équivalent d'un fabricant de jouets classique. Et ça, je peux être sûr que d'ici quelques temps, il y en aura peut-être en solde, et ça vaudra rien du tout. Même aujourd'hui, les cotes de Spawn, elles n'ont pas tant décollé que ça sur le marché d'occasion, etc. Parce que Spawn, c'est une licence qui a été fabriquée en masse. Et bien, ce jouet, je suis trop content. Et il est magnifique. Et là, j'ai vu qu'il sortait une nouvelle gamme avec il y a plein de démons, des spawns démoniaques. Je ne sais plus si c'est pour faire allusion au comics King Spawn. En gros, c'est une nouvelle, on va dire, un reboot caché de Spawn. D'ailleurs, ça vient d'être édité en France chez nous, chez Delcourt, il me semble. Donc je ne sais pas si ça sort de cette bande dessinée, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, voilà, en termes de design, moi qui aime les monstres et qui en a fait mon métier, entre guillemets, et ben, avec McFarlane, je retrouve mon amour des créatures un peu cheloues et indirectement du cinéma, parce que sans connaître la bande dessinée, tu vois, grâce à ce jouet, j'arrive à faire des liens et des ponts. Donc ce serait ton jouet totem. Alors, tu vois, c'est pas mon jouet préféré, mais j'ai guéri une frustration. Ouais, mais je veux dire dans le sens, tu vois, s'il y avait un jouet qui incarnait toutes tes passions, ce serait celui-là. Donc, il y a le gorille, donc King Kong. C'est ça. Il y a le côté cyborg, il y a le côté Frankenstein. Donc voilà, c'est limite, on l'appellerait Romain. Bon, ouais, non, t'as bien résumé le truc. Voilà, tu vois, il y a des mecs qui ont des totems, qui font du djembé en parlant d'animaux totems. Oh, le sel. Et ben moi, j'ai des jouets totems. Non, voilà. Et du coup, ça me tenait à cœur de partager ça, parce que au final, peu importe si tu connais le comics, etc., quand on parle de jouets, et ben le jouet, tu le reçois tel qu'il est. Et ben moi, je vois un gros monstre de ouf, avec des plaques d'armure de partout, et c'est trop cool. Ouais, moi, c'est bizarre, mais la première fois que je l'ai vu, ça me rappelait un dessin animé, fin 90, ça s'appelait Les Sens de l'espace. Je sais pas si t'as connu ça. Ça me parle pas. Je Mais... pensais que t'allais dire Beast Wars, les Transformers, mais... Non, mais c'était... ça passait sur TF1, là, t'es fou à l'époque, j'étais complètement dingue, mon frère aussi, et... Des singes de l'espace, non, ouais, je à côté. Il y avait justement un gorille qui était de cette taille-là, avec une armure blanche, il avait la peau bleue, et il avait un gros lance-roquette, et je trouvais ça génial. Et là, quand je le vois la première fois, c'est que ça me rappelle ce jouet. C'est ça qui est cool avec ce genre de monstre ou de jouet, c'est que ça véhicule plein de souvenirs, et alors que tu connais pas forcément la licence, tu vois, Spawn, je crois pas que tu sois un gros lecteur, tu vois, et pourtant, ce jouet arrive à te procurer une émotion, quoi. Et c'est ça que j'aime. Alors dire, tu vois, je fais partie de ces collectionneurs qui sont vraiment plus attirés par un design, plus que l'histoire dont il est tiré, ou qu'est-ce que ça raconte, tu vois. Alors, en plus, j'adore les créatures, les trucs un peu chelous. Au plus, je suis le premier à prendre le jouet que personne veut. Là, tu vois, avec celle-là, c'est un peu ce que je ressens, quoi. Donc voilà, moi c'est mon cyborg que j'ai choisi pour affronter ton Terminator. Ok, et bien ça y est, c'est terminé pour ce premier épisode de Atomic Plastic. Donc vous l'aurez compris, les jouets c'est pas que du plastique, c'est aussi des histoires, des comics, des films, bon bref, c'est plus que du jouet. On cherchait des rimes en hic, mais il y a eu un hic, on l'a pas trouvé.
Je pense qu'on va pas finir sur ce mot de la fin. Oh. Alors, en tout cas, tout d'abord, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode. Merci à toi, Ludwig. Est-ce que tu as un petit mot à part cette blague vaseuse? Ouais, bah, merci de m'avoir fait participer. Et puis j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Toujours un plaisir. Tout à fait. Bah, pareil, moi j'ai été très content de voir ta sélection. J'espère que la mienne vous a plu également. Vous verrez qu'à travers les épisodes, eh bien, je serai plus la team atypique avec des créatures un peu cheloues. Et Ludwig, on sera plus sur du héros ou de la licence chère à nos cœurs. Ouais, voilà, je vois que c'est un petit peu monochrome en termes de couleurs, sauf ici. Ouais, c'est vrai que ça manque un peu de clinquant. Mais on verra au prochain épisode. En tout cas, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Toy Game, à lâcher un petit commentaire si vous avez aimé l'émission, un like et surtout, n'hésitez pas à la partager à vos confrères et consoeurs collectionneurs. Allez, salut.